donc une deuxième partie qui sera commencée par Fanny Tachant, historienne de l'art, commissaire d'exposition, engagée dans l'étude des pratiques artistiques, textiles et féministes des années 1970. Son travail s'intéresse aux stratégies de la subversion des normes artistiques et sociales à travers le textile, comment les artistes remettent en cause les hiérarchies entre art noble et artisanat. Alors le titre de cette intervention pendant ce colloque, c'est « Effilocher l'ordre établi, pratiques textiles et féministes dans les expositions de groupe Dialogue 1976-77 ». Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci. Avant de commencer, je souhaitais remercier plus spécifiquement le comité scientifique et particulièrement Natalia Barbaraska et Lily Davnas pour l'organisation de ces 2 journées d'études, et également adresser mes remerciements aux autres intervenants et intervenantes de ces deux journées consacrées aux réinventions de l'art textile. Donc, je vais commencer ma communication avec une citation. Fémini a été, me semble-t-il, le premier salon à introduire, à côté de ses sections traditionnelles de peinture, de sculpture et de photographie, un espace réservé aux travaux cousus, brodés, tissés, avec des poupées bourrées grandeur nature, des masques de tricot, des installations de gisants en patchwork qui nous immergeaient en pleine socioculture des femmes, ou si l'on préfère, dans l'art du quotidien ou du beau quotidien, notion que l'on maniait beaucoup à l'époque, mais que l'on ne visualisait jamais. C'est ainsi que l'historienne de l'art Aline Dallier-Popper décrit les salons Fémini, organisés à partir de 1975 par le groupe Dialogue. Fondé par l'artiste Christiane de Casteras à la suite d'une scission avec l'Union des femmes peintres et sculpteurs, UFPS, ce collectif s'inscrit dans un réseau féministe parallèle au sein duquel se développent de nouvelles structures d'entraide et de visibilité pour les plasticiennes. Sous l'impulsion du mouvement de libération des femmes, se multiplient au cours des années 1970 des groupes tels que la Spirale, Femmes Art ou Femmes en lutte, constellation que Fabienne Dumont a analysée en détail dans son ouvrage « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 », issu de sa thèse de doctorat. C'est dans ce contexte de mobilisation féministe et de promotion du travail des créatrices que le groupe Dialogue inaugure en 1975 une série de manifestations annuelles dans les locaux de l'UNESCO à Paris. La première édition, Fémini 75, organisée à la suite de la résolution de l'ONU proclamant 1975 année internationale de la femme, réunit près de 80 créatrices de toutes nationalités. Dans son article intitulé « Des expositions de femmes, pourquoi faire ?», publié dans Opus International, Aline Dallier-Popper souligne le peu d'intérêt d'une telle manifestation qui, bien que dédiée aux créatrices, ne met pas en valeur les liens sociaux qui fondent la condition commune des femmes. Pourtant, dès 1976, la critique d'art rejoint le groupe Dialogue en tant que conseillère artistique. C'est à ce titre qu'elle organise, à l'occasion des 2 éditions suivantes, des sections entièrement consacrées au textile, intitulées « L'espace cousu » en 1976 et « Couture-peinture » en 1977, qui constituent les premiers espaces autonomes dédiés à ce médium au sein d'un salon. Chacune de ces sections rassemble alors une quinzaine d'artistes internationales, parmi lesquels Essie, Magdalena Makanovic ou encore Aline Ribière. Ces expositions deviennent de véritables laboratoires artistiques où les positions théoriques d'Aline Dallier-Popper trouvent une mise en œuvre pratique, puisqu'elle prolonge les réflexions qu'elle développe dans sa thèse de doctorat en esthétique, consacrée aux œuvres d'artistes femmes dérivées de techniques textiles traditionnelles, mais aussi réflexions qu'elle développe dans des articles qu'elle publie dans la presse artistique ou dans des revues féministes comme Les Cahiers du Griffe ou la revue Sorcière. En souhaitant déplacer les travaux d'aiguille de bas en haut de l'échelle des valeurs constituées, Aline Dallier-Popper contribue à subvertir le canon artistique. Comme l'a montré Griselda Pollock, le canon, en tant que structure de subordination et de domination, a systématiquement dévalué les techniques du fil, perçues comme de simples prolongements du travail domestique et assignées au féminin. En réinvestissant ces savoir-faire, les artistes exposés à l'UNESCO transforment des gestes considérés comme ordinaires, répétitifs ou subalternes
en vecteur de réflexion et de prise de position. Le textile devient ainsi un médium capable de rendre visibles les logiques d'invisibilisation qui pèsent sur les femmes et les créatrices. En mobilisant le raccommodage, le soin ou la couture, elle déplace dans l'espace artistique les réalités matérielles du foyer et en révèle la dimension politique. Loin de reproduire les charges qui leur sont imposées, elle les retourne pour en faire des outils de critique et d'affirmation féministes. Dans cette communication, il s'agira d'analyser comment les artistes présents au Salon Féminin détournent les usages utilitaires et décoratifs des travaux d'aiguille et utilisent des techniques textiles comme des instruments de contestation et de réappropriation symbolique, comme des armes plus ou moins aiguisées contre l'autorité patriarcale, pour reprendre les mots d'Aline Dallier-Popper. À travers l'étude des œuvres de 6 artistes exposés à l'UNESCO en 1976 et en 1977, je proposerai une lecture du soft art comme espace d'émancipation et de subversion, comme lieu où se tisse la possibilité d'effilocher l'ordre établi, selon l'expression d'Aline Dallier-Popper. La communication se développera en 3 temps. Il sera d'abord question des poupées textiles, où le corps devient support symbolique, puis des patchwork, dont les jeux de l'usé et du raccommodé réinvestissent une matérialité féministe, et enfin des pratiques d'anti-broderie qui brouillent les hiérarchies de genre et de valeur. Donc, tout d'abord, la question des poupées textiles et de la subversion de la couture et de la réactivation des lignées féminines. À partir de 1975, la dessinatrice André Marquet et la peintre Christiane de Castéras, toutes 2 membres fondatrices du groupe Dialogue, entament une collaboration après avoir découvert les écrits d'Aline Dallier-Popper. Surnommées les accouturières, elles réalisent de grandes figures en tissu avec la technique traditionnelle du bourrage et créent des sculptures souples à partir de matériaux récupérés. Pour elles, le choix du textile s'inscrit dans un geste volontaire de renversement des valeurs. Dans son texte « Punie de couture », publié dans la revue Plage, André Marquet montre comment l'activité de couture, autrefois synonyme de discipline imposée aux petites filles, peut devenir un acte subversif, selon ses mots. Le passage de l'oppression à la création marque la possibilité de retourner symboliquement l'outil même de la domination. Présenté dans L'Espace cousu en 1976, Au fil des jours constitue le premier travail collectif des 2 artistes. L'œuvre se compose de 2 gisants grandeur nature, une femme et un homme, allongés côte à côte sur une couverture de patchwork. Assemblée à partir de draps, de vêtements usés et de tissus récupérés, la sculpture mobilise plusieurs gestes associés au féminin : couture, raccommodage, ravaudage. La réutilisation de vêtements ayant appartenu aux parents de Christiane de Castéras confère à l'œuvre une forte dimension autobiographique, directement liée au chagrin de la mort des êtres aimés. Les artistes insistent sur la charge affective du textile. Au-delà du vêtement, nous avons voulu retrouver le corps qui l'habite, lui aussi soumis aux marques du temps, écrivent-elles dans la revue Plage. La poupée morte, selon l'expression d'Aline Dallier-Popper, articule ainsi mémoire intime et critique du partage genré des tâches ménagères. 1 an plus tard, dans la section couture-peinture de 1977, les artistes présentent La grand-mère, une autre sculpture bourrée grandeur nature. Assise sur une chaise en bois, la figure représente une femme âgée, au dos voûté, au visage ridé, vêtue de vieux tissus et d'un tablier rapiécé. Cette poupée réaliste, réalisée à partir de vêtements ayant appartenu à des membres des familles respectives des artistes, tient de la sculpture hommage. Elle célèbre à la fois la mère de Christiane de Castéras et plus largement toutes les aïeules invisibilisées. Le texte qui accompagne l'œuvre insiste sur l'usure du corps féminin et sur la répétition inlassable des tâches. Usée, elle le disait, je suis usée. Oui, elle s'usait, se déformait comme un vieux vêtement. Les cheveux, les dents s'en allaient d'elle, comme s'en vont les fils d'une trame, les boutons. Maintenant, elle restait souvent comme cela, désoccupée, les mains aux genoux. Ces mains qui avaient tant langé de nourrisson, tant lessivé, tant épluché pour les soupes quotidiennes. Le portrait de la vieillesse devient alors plus qu'un témoignage. Il révèle la charge quotidienne imposée aux femmes, leur solitude et leur effacement symbolique. Aline Dallier-Popper parle d'une sculpture incantation, tant la grand-mère condense à la fois mémoire familiale, réparation symbolique et critique des normes sociales et éducatives qui ont façonné le destin des femmes pendant des générations.
En mettant en valeur les gestes répétitifs du soin et du raccommodage, Christiane de Castéras et André Marquet politisent la sphère domestique et explorent les liens entre tâches ménagères, assignation de genre et reproduction sociale. Ce travail sur l'héritage intime et familial se retrouve dans les figures de Raymond Darcier, qui, à son tour, mobilise la forme de la poupée textile. Raymond Darcier développe, dès le début des années 70, un ensemble de sculptures souples qui interrogent, elles aussi, l'univers domestique et les rôles féminins transmis de génération en génération. Revenant aux techniques que sa mère lui avait enseignées dans l'enfance, elle revendique l'usage du tricot comme un geste délibérément politique. « J'utilisais les armes des femmes, j'avais mon tricot et mes aiguilles », confie-t-elle dans un entretien. Dans un texte publié dans la revue d'en face, elle décrit son enfermement associé à une double tension entre attraction et répulsion, bien-être et aliénation. « Mes très chers murs protecteurs que je déteste et aime à la fois », dit-elle. Et ces mots rappellent ceux d'André Marquet qui affirmait « J'avais la couture en haine ». Réalisé en 1970, présenté à la Foire des femmes à Vincennes en 1973, puis à Féminis 76, aux côtés de la sculpture Au fil des jours de Christiane de Castéras et d'André Marquet, l'œuvre Mère et Petite Mère inscrit la sculpture dans la lignée des femmes qui transmettent, d'une génération à l'autre, les savoir-faire et les travaux du quotidien. Le titre Mère et Petite Mère renvoie à un héritage domestique non seulement transmis, mais aussi perpétué et reproduit. Raymond Darcier condense dans un même syntagme, mère et petite mère, toute une chaîne de transmission féminine marquée par la répétition. Répétition des gestes, des attentes sociales et des tâches assignées. L'œuvre met en scène deux figures féminines affublées d'une panoplie d'ustensiles de cuisine. Passoire, poêle, bidon de lait, tasse, presse-citron, râpe à gruyère ou encore collier de légumes en plastique. Cette accumulation ostentatoire transforme les accessoires domestiques en parures, révélant la manière dont les femmes sont définies par les objets du service. Raymond Darcier souligne elle-même ce lien entre identité féminine et labeur quotidien des tâches ménagères. Mère et petite mère furent avant tout la ratatouille et le tas de vaisselle. Je suis restée étonnée devant cet héritage féminin, rythmé au son et aux gestes répétitifs d'une batterie de cuisine. Fin de citation. Par une mise en scène à la fois frontale et ironique, elle monumentalise le travail invisible des femmes. Le caractère subversif de son œuvre s'affirme avec force dans « Au nom du Père », daté de 1975-1976. L'œuvre que l'artiste souhaitait exposer à Féminis 76 fut refusée par le comité d'organisation du groupe Dialogue, de peur d'offusquer le public international, comme le rapporte Aline Dallier-Popper. Les œuvres textiles de ces trois artistes mettent ainsi en scène l'usure, l'enfermement, le poids des responsabilités féminines, tout en laissant entrevoir la possibilité de les reconfigurer, comme le montrent les patchworks du quotidien qui réinvestissent la matérialité domestique comme espace critique. Donc, dans la continuité de cette valorisation du labeur ménager, Raymond Darcier développe un travail autour de l'assemblage textile, qui fait de l'usé, du raccommodé et du sale les matériaux d'une critique féministe du quotidien. Dans ces pièces, la matérialité domestique cesse d'être le signe d'un asservissement pour devenir le support même de la contestation. Son jeu de dames de 1971 est réalisé à partir de 8 serpillères sales et de 8 serpillères propres, cousues entre elles pour former un damier de carrés clairs et foncés. L'œuvre rejoue visuellement le célèbre jeu de société auquel renvoie son titre, mais le jeu dont il est question ici ne relève pas du divertissement. Il évoque de manière métaphorique le jeu auquel les femmes sont instrates quotidiennement, celui de laver et de nettoyer sans cesse. Cette alternance du propre et du sale, transposée dans une grille abstraite, met en scène la pénibilité du quotidien. Par l'assemblage, Raymond Darcier transforme l'objet domestique en module plastique. En élevant avec ironie la serpillière au rang d'objet esthétique, elle en expose la charge invisible, celle du travail gratuit des femmes, de la charge mentale et du temps confisqué. Cet usage de la serpillière relève d'un geste politique et féministe. Il ramène au centre de la scène artistique ce qui en est traditionnellement exclu, tout en rendant visible ce que le patriarcat maintient dans l'ombre. Le damier devient ainsi un manifeste en tissu, un plaidoyer pour la reconnaissance d'un travail incessant, répétitif, nécessaire, mais historiquement dévalorisé. Le travail de Raymond Darcier trouve un écho dans celui de Jeanne Sauquet, elle aussi présente dans les salons féminins.
Peintre autodidacte, engagée, collaboratrice de la revue Sorcière, co-autrice avec Suzanne Horaire en 1973 de La création étouffée, ouvrage sur la condition des femmes créatrices, Jeanne Sauquet partage avec Raymond Darcier une même volonté de faire de la matière dégradée un outil de critique sociale. À partir de 1970, l'artiste récupère dans une décharge du Vaucluse des tissus usés, fatigués, souillés, chargés du passé, selon ses propres termes, pour composer des tapisseries abstraites. L'adieu aux larmes, exposé à Féminis 77, s'inscrit dans cette esthétique du rebut. L'œuvre, composée de tissus trouvés, cousus, raccommodés, rappelle les pratiques de récupération de certains artistes nouveaux réalistes. Mais chez elle, l'enjeu n'est pas seulement esthétique, il est explicitement politique et féministe. L'artiste réinvestit l'espace domestique en lieu de contre-mémoire, où les traces du quotidien, loin d'être effacées, deviennent matière expressive et plastique. Chez Raymond Darcier, comme chez Jeanne Sauquet, l'assemblage et le rapiessage ne cherchent ni à embellir, ni à dissimuler. Ils exposent au contraire les coutures, les raccords, les déchirures. Le raccommodage devient ainsi un geste de résistance. En réinvestissant les serpillères, les torchons, les tissus rejetés, ces artistes donnent à voir un féminisme de la matérialité, celui des femmes qui cousent, nettoient, ravaudent, et à qui l'on a demandé de disparaître derrière la propreté impeccable d'un foyer. La réflexion sur le quotidien et le travail féminin, déjà présente chez Raymond Darcier et chez Jeanne Sauquet, à travers leur patchwork, trouve une nouvelle forme avec l'anti-broderie. Définie par Aline Dallier-Popper dans son article publié dans Sorcière en 1977, l'anti-broderie consiste à détourner les techniques de la couture, à transformer les gestes répétitifs du quotidien en formes plastiques et poétiques. Liliane Camier, qui participe à différents collectifs de plasticiennes, tels que Femmes Art et Femmes en lutte, expose des pièces textiles issues de sa série Les Poches dans les sections Espace cousu et Couture-peinture des salons féminins. Sur un fond de toile, elle coud des pochettes plastiques transparentes renfermant différents éléments intimes ou domestiques. Des mèches de cheveux de ses enfants, des morceaux de papier griffonnés à la plume, des aliments, des objets de couture ou encore des fleurs séchées. Tous ces gris-gris, comme les surnomme la créatrice, sont brodés sur le tissu pour conjurer le mauvais sort fait aux femmes, selon les mots d'Aline Dallier-Popper. Chaque assemblage devient double, il peut être considéré selon la critique d'art autant comme une œuvre d'art que comme un objet fonctionnel que l'on installe dans une entrée ou dans une salle de bain pour y ranger effectivement des brosses et des peignes. En 1970, Liliane Camier réalise pour le Salon de la Jeune Peinture une installation textile composée de 6 tabliers pour souligner la dimension collective des tâches domestiques et la fragmentation quotidienne des activités des femmes. Je faisais la moitié du temps des culottes et des tabliers pour mes enfants. Pourquoi ne les aurais-je pas intégrés dans ma peinture ? Se questionne Liliane Camier. En y ajoutant des éléments de son quotidien, un coquillage, un filet de pommes de terre ou un jouet d'enfant, Liliane Camier dessine, selon Aline Dallier-Popper, une sorte de fresque séquentielle ou de bande dessinée qui raconte une histoire de femme. Son travail peut être comparé à celui de Milvia Maglione, artiste italienne installée à Paris en 1960, qui développe ce qu'Aline Dallier-Popper qualifie de poétique du domestique. Dès 1972, Milvia Maglione associe couture, peinture et assemblage pour créer des pièces hybrides. Comme dans sa production picturale, elle interroge la mémoire symbolique des femmes à travers une iconographie centrée autour de la maternité, de la cuisine et du jardinage. Elle transpose des gestes et des matériaux dévalorisés de la vie quotidienne dans l'espace de la création artistique. Reproduit dans le catalogue de Féminis 76, la leçon de broderie juxtapose sur une feutrine grise des accessoires de couture miniatures, de minuscules échantillons de points de broderie et des disques de toile fixés par une épingle. Milvia Maglione y évoque le savoir-faire artisanal de la couture associé aux valeurs maternelles et domestiques. Présentée dans la section Espace cousu, beaucoup d'heures de travail convoquent davantage l'univers de la cuisine. De tout petits ustensiles y sont cousus sur une toile rayée. Aline Dallier-Popper compare ses œuvres textiles à des ex-voto contemporains, qui rappellent les bannières de procession réalisées par les femmes pour les fêtes consacrées à la Vierge dans les Pouilles, région d'origine de Milvia Maglione. Ces toiles s'apparenteraient à des objets de culte et de dévotion moderne qui transforment les expériences quotidiennes des femmes en images iconiques. Par son travail textile, Milvia Maglione mobilise des techniques mémorielles pour exprimer des préoccupations actuelles.
Elle écrit ainsi « L'artiste femme peut joindre aux médias picturaux traditionnels les médias typiques à sa propre nature, l'aiguille, le fil, l'épingle, et radiographier en profondeur ses propres angoisses et ses émotions. » Par leur pratique, Liliane Camier et Emilia Maglione contribuent ainsi à valoriser l'héritage culturel féminin. L'antibroderie n'est pas seulement un geste plastique, elle exhume la mémoire des tâches invisibles des femmes et transforme les matériaux les plus modestes, fils, tissus, objets récupérés, en instruments de reconnaissance et d'émancipation. Ainsi, selon Aline Dallier-Popper, les salons féminins invitent à envisager les travaux d'aiguille non plus seulement comme une activité compensatrice, mais comme une forme d'expression contestataire, selon ses dires. Les poupées bourrées, les patchworks composés de tissus usés ou les pratiques d'anti-broderie ne se contentent pas de reproduire l'univers domestique, ils déploient un espace critique d'analyse et de subversion des structures d'oppression. En rendant visible la répétition, l'usure, la charge émotionnelle et la mémoire inscrites dans les matériaux du quotidien, ces créatrices démontrent que les gestes de la couture, longtemps relégués au rang de pratiques mineures, peuvent devenir un langage plastique de résistance. Les salons féminins offrent ainsi un espace critique à ces démarches textiles et féministes, et le soft art qui s'y élabore apparaît dès lors comme un terrain d'émancipation, un lieu où, selon Aline Dallier-Popper, s'effiloche l'ordre établi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc finalement, c'est un dialogue avec l'intervention d'avant.